l'entame, ils l'ont surnommé le Tché ou encore Bogota, en tout cas dans ces années à la tête de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Et très vite, très tôt, peut-être, son engagement politique le porte vers les cimes de la politique de son pays, de la rébellion qui finit par déposer donc Laurent Gbagbo pour couronner Ouattara. Guillaume Soro, chef des forces nouvelles de Côte d'Ivoire, a su tirer donc ses marrons du feu à la tête de la primature ivoirienne et du perchoir de l'Assemblée nationale jusqu'au divorce inévitable survenu donc au courant 2019, celui avec qui hier, il faut le dire, encore faisait figure de père politique. Nouvel épisode, nouveau combat désormais pour ce deuxième homme qui n'exclut plus de retourner à ses adversaires d'hier face à la diversité des fronts qui s'ouvrent à la nécessité de faire partir Ado, condamné donc pour recel de dernier public, contraint donc à l'exil et puis exclu de la course à la présidence ivoirienne. Soro, candidat malgré tout, s'est fait investir hier au compte de son mouvement Génération et Peuple Souverain. Eh bien, quelles sont les influences et le parcours de l'homme? Nous essayons de comprendre ce matin chez les GG. Que propose-t-il aux Ivoiriens et comment espère-t-il faire partir Ouattara? Toutes ces questions posées ce matin chez les grandes gueules. Comment analyse-t-il les actualités maliennes et guinéennes? Guillaume Soro, président de Génération et Peuple Solidaire, est notre invité ce matin. Si vous le voulez bien, le réalisateur me signale que nous l'avons en direct évidemment ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Guillaume Soro en direct. Bonjour Monsieur Soro et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour mesdames et messieurs les journalistes, bonjour au peuple guinéen. Notre joie est très grande ce matin de vous avoir, Monsieur Guillaume Soro, Monsieur le Premier ministre, dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, nous allons partir avec cette question. Quand on parle de Guillaume Soro, on se rappelle des années 90, des années FESI, la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, dont vous avez été l'une des figures de proue. Pour rappel, pour l'histoire, pour la mémoire, dites-nous aujourd'hui, la FESI d'hier, de votre époque, vous et Blé Goudé, et la FESI d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le mouvement estudiantin est en train d'aller vers un autre sens que celui qui a été initialement prévu lors de sa création? Disons d'abord que effectivement la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire dans des années 90 avait des défis différents de ceux que nous connaissons certainement aujourd'hui. À l'époque, sachez qu'en 1990, on était, n'est-ce pas, dans le parti unique pour parler du cas de la Côte d'Ivoire, mais je crois que c'était général pour la sous-région ouest africaine. Et par conséquent, cela impliquait pour le mouvement étudiant, pour le mouvement estudiantin tel que la FESI, d'avoir un regard un peu plus politique au-delà, n'est-ce pas, des revendications corporatistes que nous avions à l'époque. Aujourd'hui, je crois que la fédération pour nos cadets donc a certainement d'autres défis et j'imagine que les responsables actuels s'attellent, n'est-ce pas, à faire en sorte que leurs militants soient satisfaits des revendications qu'ils posent. Bien. Guillaume Soro, en direct ce matin, chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Allez-y, Tamba. Voilà, alors, au-delà de ce parcours, quand on parle de Guillaume Soro, tout de suite, on pense à un guerrier, un homme qui avance, frondeur. Est-ce qu'on peut dire que ce construit-là, c'est l'œuvre de ce parcours à la tête de la FESI, Monsieur le Président? Disons que la FESI a tout de même été donc un cadre pour regarder les questions qui touchent la Côte d'Ivoire, qui touchent aussi la sous-région. Parce que je me souviens à l'époque déjà, nous avions imaginé, n'est-ce pas, une fédération sous-régionale, puisque nous avions constaté que les problèmes étaient les mêmes, n'est-ce pas, aussi bien à Abidjan qu'à Bamako, à Ouagadougou et à Conakry. Mais
Donc, disons que moi, quand j'arrive à l'université au début des années 90, nous sommes face à une conjoncture internationale qui veut que la Côte d'Ivoire était en crise et nous étions aussi bien les travailleurs que les étudiants face à ce qu'on appelait les PAS, les programmes d'ajustement structurel, qui étaient des programmes donc concoctés dans les bureaux des organisations financières internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, qui voulaient que justement, pour réduire le train de vie de l'État, il fallait couper dans le social. Et vous savez, l'éducation, qui était une priorité en Côte d'Ivoire, qui avait un budget consacré, n'est-ce pas, dans le budget national de 42%, avait commencé à se rabougrir, c'est-à-dire à se réduire. Et évidemment, ce qui passait à la trappe, sinon au couteau donc de ces institutions, c'était les logements, c'était le transport, c'était la nourriture. Donc, à l'époque, nous avons eu une conscience politique, syndicale et politique, peut-être embryonnaire pour certains, mais pour nous, nous avions une conscience syndicale et politique qui a forgé un caractère. Et quand vous parlez donc du caractère guerrier, je dirais que en ce qui me concerne, c'est moins pour guerroyer, mais plutôt pour... j'étais plutôt attaché, n'est-ce pas, au combat pour le bien-être des étudiants et plus tard pour la société elle-même, c'est-à-dire pour tous les Ivoiriens. Bien. Voilà. Allez-y, Madame Hiro. Un combat donc pour tous les Ivoiriens, vous le dites. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez été politique déjà étudiant. La politique a commencé là. Et ce qui, avec la FESI par la suite, vous a poussé vers les forces nouvelles de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a réellement encouragé à y aller, sortir de la fac, adhérer en tout cas à des formations politiques directement? Comment ça s'est passé avec les leaders politiques d'alors qui étaient déjà sur le terrain? Oui, disons que, évidemment, quand vous êtes syndicaliste, du syndicat à la politique, il semble que donc la passerelle soit vraiment mince. Mais il faut dire que déjà, ayant pris conscience déjà à l'université qu'il y avait des problèmes qui se posaient, donc dans ce cadre-là, l'étudiant ne vit pas en vase clos. Évidemment, nous avons été armés, si vous voulez, politiquement, pour mieux apprécier la dynamique de la société elle-même. Et donc, je sors de l'université, je constate qu'il y a des injustices, je constate que le multipartisme que nous avons contribué à obtenir en Côte d'Ivoire n'est pas la démocratie. Je reprends pour dire que le multipartisme ne signifie pas forcément la démocratie et qu'il fallait maintenant entamer, enclencher, engager un combat pour la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Et ce combat continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, à peu près 30 ans après, 30 ans environ après, nous continuons de nous battre. Alors, pour être plus précis et pour répondre particulièrement à la question, quand je sors de l'université, je suis tout de suite traîné donc dans l'arène politique. Pourquoi? Parce que simplement deux choses. Un, quand vous êtes donc atteint par le virus de la chose politique, c'est très difficile de s'en séparer. Deuxièmement, pour prendre un fait conjoncturel, c'est que quand je sors donc de l'université, je constate des problèmes sociaux, notamment cette ségrégation, cette discrimination qu'il y avait en Côte d'Ivoire, et surtout le délit de patronyme et le délit de faciès qu'il y avait en Côte d'Ivoire à l'époque. Et quand vous appeliez Soro ou, je ne sais pas, donnez-moi un nom, Diallo, on vous taxait d'être de tel ou tel pays, etc. Alors, donc, c'est ce qui m'a poussé à y aller franchement. Ouais, à prendre le destin à main, c'est très important. Allez-y, Ahmed Kourouma. Oui, bonjour, monsieur le Premier ministre. Je voudrais revenir sur votre parcours, qui est certes un très très beau parcours,
avec la FESI. Mais je voudrais venir sur un aspect un peu plus sombre aussi de votre parcours. Ça sent quand même le soufre quand on parle aussi de vous. Vous avez une réputation extrêmement sulfureuse aussi. Et j'ai vu que tout à l'heure, vous aviez extrêmement conscience de l'international, ce qui est une très bonne chose. Et les journalistes vous affublent souvent du sobriquet de chef rebelle. Est-ce que ça vous affecte dans votre parcours? Est-ce que ça vous touche? Non. Le mot rebelle est peut-être aujourd'hui galvaudé, mais sinon le mot rebelle est un terme noble. Vous savez, j'entends certaines personnes parler avec une connotation péjorative. Vous avez utilisé le mot sulfureux, mais Thomas Sankara était un rebelle, n'est-ce pas? Vous me le concédez. Absolument, je vous le concède. Il était un rebelle. Monsieur le Premier ministre, je vous le concède. Je vous le concède. Mais il y a quand même aussi une connotation extrêmement péjorative. Voilà, tout à fait. Et quand on entend le mot rebelle dans le sens de ce qui s'est passé dans certains pays, je peux comprendre ce que vous dites. Mais quand on entend le mot rebelle et qu'on le définit comme la rébellion, quand on la définit dans le sens révolutionnaire, vous voulez dire, dans le sens révolutionnaire. Voilà, dans le sens de la révolution, en ce moment, il prend un caractère de noblesse. Il faut lui donner. Donc, historiquement, le mot rebelle ne désignait pas des assassins ou ou des bourreaux. Donc c'est pas pour rien qu'on vous appelait le Tché. C'est pas pour rien qu'il y a une espèce de romantisme dans votre rébellion. Bien sûr. D'ailleurs, Victor Hugo absolument. A bien défini le mot rebelle. Et tout à fait, dans Les Misérables. Vous voyez ce que je veux dire. Absolument, tout à fait. Donc, moi, je ne suis pas du tout gêné. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui disait « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» Bien. Voilà. Et donc, je voulais pas changer les choses dans mon pays, je voulais bousculer l'ordre établi et qui, pour moi, n'allait pas dans le sens de la démocratie. Bien. Monsieur le Premier ministre, il y a quelque chose. J'ai aussi une autre question. On connaît très très bien votre parcours. Nous savons que vous avez contribué largement d'ailleurs à l'élection de Monsieur Alassane Ouattara. Toutefois, on va revenir un peu plus tard là-dessus, mon cher Ahmed Kourma. Allez-y, Roby. Allez-y. Monsieur le ministre, après les années de la FESI, c'est évidemment la création des forces nouvelles au début des années 2000. Est-ce que c'est le sentiment d'insatisfaction lié à la longue lutte et courageuse lutte que vous avez menée au sein de la FESI qui a conduit finalement à la création des forces nouvelles? Quelle était la nécessité de la création des forces nouvelles et de la prise des armes? Oui, disons que, vous savez, évidemment, 18 ans après, on peut toujours aller en spéculation, on peut conjecturer, on peut discuter, bavarder de cette affaire. Mais à l'époque, quand nous prenions les armes en 2002, le contexte politique était tendu. Je dirais aussi que ça sentait le souffle. La Côte d'Ivoire allait droit dans le mur. D'ailleurs, il y a un film qui retrace bien cette situation. Je vous parle d'une situation politique où l'Africain, en tout cas de la sous-région, n'était pas la bienvenue en Côte d'Ivoire. Où des gens ont été tués en Côte d'Ivoire uniquement à cause de leur nom. Aujourd'hui, on peut en parler. D'ailleurs, dans mon livre, je le dis. Moi, je suis arrêté sur le pont de Gaulle. Le policier qui me voit me dit, monsieur, vos pièces, je donne. Monsieur Soro, les étrangers encore. C'est une réalité qu'il ne faut pas nier. C'est vrai que quand le temps a fait son effet, on a tendance à oublier la réalité, mais je vous rappelle que c'était une réalité en Côte d'Ivoire. J'ai vu récemment une vidéo du général Gueye, paix à son âme, qui en parlait. Donc, les armes se sont imposées à nous. Aujourd'hui, avec le temps, on peut évaluer s'il y avait nécessité effectivement de prendre ces armes ou non, mais à l'époque,
C'était ça la réalité du moment. Bien. Guillaume Soro, à Diratia ce matin, chez les Grandes Gueules, sur Radio Espace Guinée, en exclusivité. Allez-y, Moussa Moïse, là. Les armes, monsieur le Premier ministre, ne peuvent pas s'expliquer que par ces délits de faciès qui se commettaient, ou ces délits liés au patronyme qui avaient cours en Côte d'Ivoire à l'époque. Il y a certainement d'autres raisons, parce que si ça ne tenait qu'à cela, comme le disent certains, c'est le président Ouattara qui est peut-être le précurseur de toute cette différenciation entre les différentes populations en Côte d'Ivoire, parce que l'histoire de carte de séjour, c'est bien lui qui en est l'initiateur à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, en vue de renflouer les caisses de l'État, et il a donc imposé les cartes de séjour. Est-ce que cela s'explique que par ces problèmes liés au patronyme en Côte d'Ivoire, la prise des armes? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'à l'époque, il y avait une situation où une partie, que ce soit vrai, que ce soit faux, mais le sentiment qui existait en Côte d'Ivoire, c'était qu'une partie de la communauté nationale se sentait exclue. Et Ouattara n'était que l'icône de cette exclusion, d'autant plus qu'il avait été exclu des élections déjà en 1995 et en 2000, ce qui avait exacerbé le sentiment de xénophobie que les uns et les autres, à tort ou à raison, pouvaient ressentir. Donc, quand vous ajoutez au déséquilibre infrastructurel entre le Nord et le Sud, et que vous ajoutez, donc, déjà, c'est le terreau favorable, vous me direz pourquoi aujourd'hui il y a le djihadisme au Mali, etc., etc., on peut aller en conjecture. Mais je dis qu'en Côte d'Ivoire, déjà à l'époque, il y avait un déséquilibre infrastructurel, il y avait une pauvreté qu'on pouvait noter au nord de la Côte d'Ivoire, et quand vous ajoutez, n'est-ce pas, donc la crise politique qui s'est installée avec l'exclusion d'une partie de la communauté, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons ressenti à l'époque, et que cela est matérialisé par l'exclusion de M. Ouattara à l'élection de 2000, vous comprenez que la combustion, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà la vérité. Maintenant, Ouattara est effectivement celui qui a parlé de la carte de séjour. Maintenant, à son corps défendant, je ne veux pas le défendre aujourd'hui, mais je vais dire qu'à l'époque, avait-il imaginé que cette carte de séjour allait entraîner donc la crise politique qui allait suivre? Je ne suis pas sûr. D'autant plus que après lui-même, il s'est présenté aux élections et il en a été exclu. Très bien. Alors, toujours parlant de la crise post-électorale, quand on parle de cette crise aujourd'hui et qu'on parle de Guillaume Soro, on a l'impression que les armes ont été prises pour Guillaume Soro et pour l'aider à accéder au pouvoir, donc à son compte, et que tout a été fait pour lui permettre d'être à la tête du pays. Est-ce que c'est à votre compte que tout cela a été fait, toute cette rébellion à laquelle on assistait en 2011? Alors, si la question est de savoir si Ouattara donc était le père de la rébellion, parce que je pense que vous savez très bien, et je l'ai dit, Ouattara savait ce qu'était cette rébellion, et nous avons effectivement donc en voulant résoudre la question de la discrimination, de la xénophobie et de l'exclusion, nous avons effectivement combattu pour que Ouattara soit réintégré dans le jeu politique, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Et Ouattara, on doit le dire, en toute honnêteté et franchise, a été le plus grand bénéficiaire, n'est-ce pas, de ce combat que nous avons mené, moi et mes amis. Maintenant, est-ce qu'il le méritait? Aujourd'hui, à la lumière de ce qu'il fait, de ses agissements, je suis au regret de dire que Ouattara ne le mérite pas. Bien. Parce que lui, l'exclu d'hier, est celui aujourd'hui qui veut exclure. Nous n'avons pas mené ce combat pour qu'on exclue d'autres Ivoiriens. Nous avons mené ce combat pour revendiquer le droit, pour nous, ressortissants du Nord, d'avoir le droit de vivre sur la terre, cette terre de nos ancêtres. Nous avons revendiqué le droit, donc, de vivre en Côte d'Ivoire, parce que nous ne voulions pas être apatrides. Nous voulions vivre en Côte d'Ivoire avec les autres communautés. Nous,
du Nord, nous voulions vivre main dans la main avec ceux du Sud, de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Bien. Et aujourd'hui, je suis honteux que M. Ouattara, pour qui nous avons mené ce combat, se révèle être un problème en exilant Gbagbo, en exilant Blé Goudé et en exilant des fils de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est inacceptable pour moi. Ouais. Hier, ça l'était, aujourd'hui, ça l'est encore. Bien. Allez-y, Tamba. Hier, ça l'était, aujourd'hui, ça l'est encore. J'ai envie de dire, pas tant que ça. Vous êtes catholique, monsieur Guillaume Soro. Vous connaissez certainement ce verset de la Bible qui dit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est un juste retour de l'épée, monsieur Soro. Non, je veux dire que, évidemment, d'autres combats ont abouti à bien meilleurs résultats. Donc, il ne faut pas être fataliste. Ce que je dis simplement, c'est que l'eût été cette métamorphose de M. Ouattara, peut-être que la Côte d'Ivoire aurait connu un destin bien meilleur. Et c'est ce que nous souhaitons. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, nos pères qui ont combattu pour l'indépendance dans certains pays ont pris les armes pour combattre le colon. Vous n'allez pas me dire que ça a été une mauvaise chose de chasser le colon et d'établir des républiques et l'indépendance de la réclamer. Ce n'est pas vrai. Bon, mon avis... Monsieur le Président, si vous permettez mon avis là-dessus, c'est qu'il s'agit d'une comparaison imparfaite. Mais vous avez parlé de M. Ouattara comme ayant été le principal bénéficiaire de votre combat. Mais revenons à ces années 2000. Vous êtes une sorte d'habitué à de l'exil. On sait que vous avez été reçu pendant quelque temps par le président Compaoré. Plusieurs le désignent comme étant un des acteurs de la rébellion, lui qui a été également médiateur dans la crise qui vous a opposé à monsieur Laurent Gbagbo. Quel a été leur rôle précis? Le président Compaoré et le président Alassane Dramane Ouattara, était-il un bras financier? Était-il sponsor de la rébellion en Côte d'Ivoire? Alors, donc, sur la question, je suis en parfait désaccord avec vous. Même si comparaison n'est pas raison, il y a des liens à établir et des parallèles à établir. Donc, sur la question de dire, vous pouvez engager un combat, ok? Ce combat peut aboutir heureusement, comme il peut ne pas aboutir malheureusement. Aujourd'hui, nous continuons à combattre. J'aurais été malhonnête si hier, face à l'exil de certains fils de la Côte d'Ivoire, si hier, face à la discrimination de certains fils de la Côte d'Ivoire, je m'étais battu, et qu'aujourd'hui, en 2020, face aux mêmes réalités que je me taisais, j'aurais été malhonnête. Hier, je me suis battu donc contre Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, je me bats contre Ouattara parce que je n'accepte pas que Ouattara exclue M. Laurent Gbagbo. Ouais. Parce que je n'accepte pas que M. Ouattara exclue Blé Goudé. Donc, il y a une cohérence dans la démarche et dans mon combat sur ce point. Maintenant, pour revenir donc à la question de M. Blaise Compaoré, vous savez, ça a toujours été un sujet difficile pour moi à aborder puisque le président Compaoré n'est plus président au Burkina Faso, il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas lui porter donc offense ou dire des choses qui peuvent être incriminantes pour lui. Il est dans une situation de réfugié politique en Côte d'Ivoire. Je pense que le minimum que je puisse faire, c'est de respecter ce statut qui lui interdit, n'est-ce pas, donc, de faire de la politique. Bien.